Et cette semaine, je reçois le député fédéral de Rosemont-la-Petite-Patrie et chef adjoint du NPD, Alexandre Boulris. Bonjour Alexandre. Bonjour François. Merci beaucoup d'être là. Ça fait plaisir. Alexandre, on est en élection? On est à la veille d'élection. C'est pas qu'on le souhaite, c'est Justin Trudeau qui va le décider. Ouais. Nous, on pense que c'est pas nécessaire, ces élections-là. C'est même un peu irresponsable en quatrième vague. Ça va nous coûter énormément d'argent, mais en même temps, c'est aussi mon travail, ma job d'être prêt pour des élections. S'il y en a qui sont déclenchées pour vous présenter les valeurs de gauche, les hommes et les femmes progressistes du Québec. Alors, oui, on est en préparation, évidemment. Puis, je te l'ai dit avant qu'on parle d'enregistrement, je veux qu'on parle de toi, de ton parcours, mais écoute, étant donné que ça, comme là, on enregistre, il est vendredi matin, c'est un peu sorti dans les médias hier dans la journée. Moi, je me pose la question, mais pourquoi on s'en va en élection? Ça va être quoi le justificatif? Qu'est-ce que tu entends de ton côté? Bien, je pense que les libéraux essayent d'aller chercher une majorité. Ça, c'est pas sorcier, tout le monde le voit bien, mais le justificatif, il n'est pas vraiment comme crédible ou rationnel, selon moi. Le Parlement fonctionne, les projets de loi ont été adoptés, le budget a été adopté. Les partis d'opposition, personne n'a dit on va tous se coaliser puis on va faire tomber le gouvernement. Non, il n'y a rien de ça. Alors, pour 612 millions de dollars, là, je trouve que c'est cher pour que le Parti libéral essaye d'aller s'acheter une majorité en Chambre. Je pense que les gens vont pas être dupes, ils vont voir le jeu des libéraux là-dedans, puis je suis pas sûr qu'ils vont remporter leur pari. En tout cas, nous autres, au NPD, on est pas mal certains de faire des gains à cette élection-là. Okay. C'est sûr que moi, je suis content. Pour nous, engagés publics, on est content. Ça me donne l'occasion de te recevoir et de te connaître plus. Donc, je vais faire une transition très subtile vers un peu ton passé. C'est sûr que pour les entrevues, je me prépare toujours un peu, mais j'aimerais ça savoir. Je te pose la question comme ça. Si tu avais à te présenter, c'est qui le Alexandre Boulris normal? T'es qui? Bien, je suis quand même, avant d'être député, un militant, puis je l'ai toujours été. Je suis un petit peu un Obélix qui est tombé dans la marmite quand il était petit. Puis là, je commence à ressembler de plus en plus à Obélix, d'ailleurs. Non, c'est blague à part. Là, j'ai commencé à m'intéresser à la politique. J'étais en secondaire 5, j'avais 17 ans. Je suivais les péripéties de la fin de l'accord du Lac-Meech. Et par la suite, j'ai milité dans divers groupes communautaires. J'ai travaillé pour un syndicat, le CFP, pendant 10 ans. J'ai été journaliste. Donc, citoyen engagé, militant, quelque chose du genre, là. Pourquoi t'es pas resté dans les médias? Des fois, on se dit, quand on est dans les médias, on peut soulever des points, on peut amener des thèmes, les amener dans l'opinion publique, pas les faire bouger dans l'opinion publique, mais les amener sur la place publique. Tu sais, t'aurais pu... c'est une autre manière de s'impliquer. Pourquoi aller plus vers la politique ou vers, je vois, là, des actions pas communautaires, mais plus dans le syndicalisme, par exemple? Pourquoi quitter la politique? Le journalisme. Écoute, le journalisme, j'ai vraiment trippé. J'ai eu du fun à travailler à LCN puis TVA pendant quasiment 4 ans. Et c'est super important, là. Il faut que des journalistes soient allumés, posent des bonnes questions, les questions difficiles, qu'ils fassent des recherches, qu'ils fouillent, qu'ils grattent, qu'ils pèsent là où ça fait mal, là où les policiers n'ont pas envie d'aller des fois. Mais à un moment donné, je trouvais ça intéressant, avoir le micro puis poser la question. T'avais le goût de répondre? Quoi? T'avais le goût de répondre? J'avais le goût de répondre, c'est ça l'affaire. C'est que je me suis dit, regarde, ça serait peut-être le fun d'être celui qui est l'autre bord du micro, puis je vais pouvoir donner la réponse qui me plaît le plus, ou je trouve qui fait le plus de sens, ou qui nous amène plus loin comme société. Parce que poser la question, c'est un super gros pouvoir, mais répondre à la question, c'est le fun aussi. Puis, tu as quand même un parcours, là, je trouve ça intéressant, parce que, tu sais, bon, tu étudies en sociaux, sciences politiques. Ta maîtrise à McGill, c'était aussi en Sciences Po? Oui, c'est en sciences politiques, oui. T'es quand même chanceux, là. C'est bon, les gens en Sciences Po qui se rendent députés, là. Tu t'es rendu compte un peu de ta chance? Je me rends compte de ma chance, écoute, à tous les jours depuis 10 ans. Vraiment, tu sais, on est... Je veux pas, dans la Fédération canadienne, là, on est 338 à faire ce job-là. Donc, c'est pas beaucoup de monde. Et puis, mais ma job dépend de la volonté des citoyens de Rosemont-Petite-Patrie. Donc, il n'y a pas beaucoup de sécurité d'emploi dans ce job-là. Là. Mais c'est bien correct, c'est trippant. J'adore les élections, en plus. C'est une nouvelle occasion pour justifier puis présenter ce que tu as proposé. Fait que je suis sûr que tu vas t'en sortir. Autre chose que je trouve extraordinaire dans ton parcours, c'est vraiment le fait que, dans le fond, tu es arrivé avec la vague orange. Je me trompe-tu?
Pas du tout. 2011, J'avais été candidat en 2008 OK. pour le NPD dans Rosemont-Petite-Patrie. J'étais arrivé troisième avec 18 des votes. Puis oui, j'ai été élu là, comme les 50 autres avec la vague avec Jack en 2011. Puis comment tu as vécu ça? Raconte-nous un peu. Là, ça a déjà été une expérience. Étais-tu surpris? Est-ce que vous vous attendiez de gagner? Ou? On regardait les sondages puis on y croyait pas nous-mêmes. T'sais. On voyait bien qu'il y avait un enthousiasme, des nouveaux bénévoles qui rentraient, des gens qui klaxonnaient devant le bureau électoral. On sentait qu'il se passait quelque chose, des encouragements des gens. Mais jusqu'à la veille, je me rappelle, avec mon équipe, on était chez moi, on soupait la veille des élections, puis on faisait des gageurs, tu sais. Ah ouais? Je pense que, oui, sur combien de députés allaient être élus au Québec, tu sais. Moi, je pense que j'avais misé sur 8, quelque chose comme ça, puis j'étais pas dans les 8. Mais... tu jouais safe. On a été surpris. On a été surpris parce qu'on se disait... Est-ce que dans l'urne, est-ce que les gens, quand ils vont arriver pour voter, ils vont pas dire « Oh, on va reprendre les vieilles habitudes », puis ils oseront pas, tu sais. Donc, c'était... Puis la soirée électorale était complètement, évidemment, tu peux imaginer, folle. On était au Rialto sur Avenue du Parc, puis tout le monde, les écrans géants étaient là, tout le monde sautait partout, on capotait. Et tu sais, quelque chose de plus personnel, le soir, ma blonde était super contente. Le lendemain, elle me détestait. Et non seulement, tu sais, quand tu sens qu'il y a une tension dans le couple, là, mais le lendemain, non seulement elle m'a pas parlé de la journée, je pense qu'elle m'a pas regardé de la journée. Parce qu'elle réalisait qu'elle allait moins te voir? Elle allait moins me voir, que j'allais passer la moitié de ma vie à Ottawa, et on avait un bébé ensemble de 10 mois. Ah, ouais. Ouais, ça a pas super bien passé au début. Comment vous avez géré ça? Hein, pardon? Comment vous avez géré ça? Parce que la vie politique, écoute, c'est prenant. Puis là, que tu dois après ça jongler avec ta vie personnelle de nouveau papa. Et qu'on avait aussi une famille reconstituée. C'est-à-dire que moi, j'avais 2 enfants d'une union précédente. Elle avait une fille avec son ex-conjoint aussi. Donc, ça a été vraiment parfois pénible, là, je dois avouer, parce que jongler avec les horaires, l'école, les lunchs, les devoirs, la garde partagée de 3 enfants sur 4, vraiment, elle a été extraordinaire, ma conjointe, pendant des années. Il y a 2 choses qui nous ont vraiment aidés puis sauvés. La première chose, c'est l'implication de nos parents qui sont venus donner un coup de pouce, les parents puis les voisins également, pour que le puzzle fonctionne. Puis la deuxième chose, c'est qu'elle détestait encore plus les conservateurs de Stephen Harper que moi. Donc, des fois, je lui rappelais que c'était important que j'aille me C'était pour la battre. bonne cause. Elle était comme, OK, c'est correct, il faut que tu le fasses. Puis tu m'inspires une question, tu trouves-tu, puis écoute, si tu as des engagements là-dessus, vas-y, mais trouves-tu vraiment que c'est-tu pour des parents être député? Puis tu sais, toi et moi, on n'aura jamais le défi d'être... on est des hommes, donc on n'aura pas le défi d'être femme enceinte en campagne, député, tout ça. C'est pour les parents, la vie de député, puis devrait-tu avoir des changements à la Chambre des communes? C'est pas vraiment pour des parents être député. Et c'est pour ça que moi, quand je recrute des candidats, des candidates, il faut que, s'ils ont des enfants puis des jeunes enfants, une des choses qui est essentielle que je dis à tout le monde, il faut que ton partenaire, ton conjoint, ta conjointe, il embarque dans l'aventure puis qu'il soit vraiment volontaire, sinon le couple va disparaître, ça n'arrivera pas. T'sais. Puis oui, le Parlement a été créé par des vieux monsieur blancs de l'aristocratie ou de la bourgeoisie canadienne. Et les institutions sont faites pour ce genre de personnes-là, hein, pour l'avocat de 60 ans qui soit s'occupait pas des enfants ou que sa famille était déjà élevée pendant un bout de temps. L'horaire de travail devrait être plus flexible, devrait avoir plus de conciliation. Il y a déjà des choses qu'on a fait changer après la vague orange au Parlement. Il n'y avait pas de service de garde pour les jeunes enfants, pour les nouveaux papas, les nouvelles mamans. Là, il y en a maintenant. Il n'y a pas beaucoup de flexibilité dans l'horaire. C'était pas permis d'allaiter en chambre. On avait une députée qui s'était fait reprocher par le président d'allaiter son bébé. Évidemment, ça n'a pas duré longtemps. 24 heures après, les règlements avaient changé. J'imagine. ça tenait pas la route. Là. C'était pas défendable. Mais c'est juste des exemples que je veux te donner pour dire comme à quel point, encore une fois, c'est pas évident, c'est pas facile. Une horaire de travail, il faut que tu sois physiquement... Là, on parle pas de pandémie, là, je parle en temps normal, mais physiquement en chambre du lundi
au jeudi, des fois au vendredi, la moitié de l'année, surtout pour des gens qui doivent voyager de Colombie-Britannique, de Terre-Neuve pour aller à Ottawa. Peut-être que la pandémie aura eu ça de bon dans nos institutions de voir que, il y a des choses qui peuvent se faire à distance. Puis maintenant, on a une application pour voter sur notre téléphone intelligent, alors qu'il fallait être en chambre avant. Hey, on est rentré au 21e siècle, là, on capote. Bon, on a vu que ça a causé des petites surprises pour certains députés qui pensaient que leur caméra n'était pas allumée, là, mais... Ouais, il y a beaucoup d'adaptations. Beaucoup d'adaptations à faire. Là, j'ai des collègues qui sont... Ils veulent tellement pas prendre de chance que non seulement ils ferment la caméra, mais en plus de ça, ils sortent un duct tape puis ils mettent un tape sur le petit bouton de la caméra juste sur leur ordinateur, juste pour être sûr de pas se faire un William Amos de nous-mêmes. Là. C'est ça. Là, je veux pas te décourager, mais tu vas encore moins voir tes enfants, tu vas être pas souvent à la maison, tu risques de, j'imagine, parcourir tout le Canada, tu vas être dans les hôtels, dans les avions, dans les trains, dans les bus. Tu pourrais être avec ta famille, tu pourrais être avec tes voisins, tes amis, écouter, si tu écoutes le hockey, le football, manger des chips. Pourquoi tu t'engages là-dedans? Qu'est-ce qui te motive? J'aime le combat des idées, j'aime le choc des propositions, puis bon, pendant la campagne électorale, je vais quand même voir ma blonde puis mes enfants, puis mes voisins. Là. D'ailleurs, ils vont tous toute ce gang-là vont être impliqués à quelque part d'une manière ou d'une autre dans la campagne électorale. Puis je pense que, tu sais, j'ai toujours cette volonté-là de changer le monde. Tu sais, je suis un idéaliste, puis je combats les injustices. La pauvreté me révolte. Je trouve que la pauvreté est une forme de violence qui s'attaque à la dignité humaine. Puis je trouve que, comme société, on pourrait faire tellement mieux à bien des égards. Donc, c'est sûr que pendant les 10 dernières années, puis encore là, je prends le flambeau, puis je veux aller au bat. J'aime aussi l'espèce de compétition électorale. Je suis un gars qui a fait longtemps de la compétition de natation puis du water polo. Donc, il y a quelque chose là-dedans, dans cette espèce d'activité. C'est un sport, à quelque part aussi, là, que j'aime beaucoup, puis j'aime rencontrer le monde. Donc, pour moi, du porte-à-porte, c'est vraiment comme un party. J'adore ça. Donc, j'ai beaucoup de motivation, que ce soit les idées, que ce soit changer les lois au Parlement ou que ce soit rencontrer les gens. Donc, à chaque fois, c'est une aventure qui me donne beaucoup de boost puis d'adrénaline. Bon, des fois, tu gagnes, des fois, tu perds. J'espère que je vais gagner, évidemment, comme tout le monde. Tu as l'impression de faire une différence? Oui, je pense que, comme, tu sais, surtout là, on vient de vivre deux années de gouvernement minoritaire. Tu sais, pour ça, c'est vraiment le fun, un gouvernement minoritaire. Là. Je dois avouer que négocier des choses et changer, des fois créer des programmes, des fois changer des programmes ou des critères de programmes pour faire une différence pour que, tu sais, par exemple, des pigistes, des travailleurs autonomes puissent avoir accès à la PCU, ce qui n'était pas le cas au départ. Si je donne juste ça comme exemple, ça, c'est vraiment le fun quand on est capable de faire des propositions puis de changer. Plus facile, évidemment, gouvernement minoritaire que majoritaire. Puis sinon, juste être capable de parler sur la place publique, puis d'influencer l'opinion publique, puis d'influencer les idées des gens, la manière qu'ils voient la société, la manière dont ils réfléchissent auprès de certains enjeux, que ce soit l'environnement, que ce soit les affaires internationales, etc. C'est très intéressant d'avoir ce porte-voix-là, cette plateforme, puis d'avoir une parole sur la place publique, parce que c'est dans le film La Société des poètes disparus qui disait, tu sais, les mots ont la faculté de changer le monde. Je pense que c'est vrai aussi. Tu parlais de négocier tantôt. C'est quoi exactement ton rôle ou c'est quoi ta vie quotidienne comme chef adjoint? Est-ce que justement tu as un peu un regard sur toutes ces négociations-là avec Jack Meat ou comment ça fonctionne ton rôle? On est dans l'équipe avec la chef de cabinet, Jennifer, avec quelques gens qui ont des positions plus senior dans le parti, Peter Julian, qui est notre leader parlementaire. Et on a des petites réunions de petits groupes comme ça, ce qu'on appelle le leadership du caucus du NPD. Donc, on a ce dialogue-là d'une manière, pas là, parce que le Parlement ne siège pas, mais plusieurs fois par semaine, on a ces discussions-là. Où est-ce qu'on en est rendu? À qui on a parlé? À qui on doit parler? Pour essayer de voir sur quelle personne, quel ministre on peut avoir une influence pour dire, hey, si tu veux qu'on vote sur telle mesure, tel projet de loi, on a besoin de ça, reviens-moi là-dessus, puis après ça, moi, je retourne, je fais un feedback avec le bureau du chef. Donc, mais c'est pas juste moi, je dirais que peut-être une demi-douzaine de personnes qui sont impliquées là-dedans. C'est fort intéressant, évidemment. As-tu des fonctions ou des rôles
particulière en tant qu'adjoint ou est-ce que c'est plutôt ad hoc, dépendamment des besoins? C'est ad hoc, dépendamment des besoins, mais ça me permet aussi d'être porte-parole puis d'intervenir sur l'ensemble des sujets. Je suis porte-parole officiellement en matière de culture puis de langue officielle, mais c'est une petite blague à mon bureau. Là, nous autres, on dit que je suis porte-parole de fucking tout. C'est-à-dire que quand t'es... Désolé du langage. Je peux le mettre dans ton sous-titre en bas, là, si tu veux. Ben, c'est ça. C'est peu importe le sujet qui arrive dans l'actualité, les groupes qui veulent nous rencontrer. Donc, tu sais, que ce soit les enjeux économiques, le chantier des vies, Bombardier, l'aérospatial, je vais intervenir sur l'ensemble des sujets. Ouais. Donc, ça fait aussi en sorte que je dois être dans les médias. Au Québec, ils savent que quand ils viennent te voir, ça a du poids dans le parti. Exactement. Puis que j'ai une voix, puis que le parti prend le Québec au sérieux aussi, en me nommant chef adjoint, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de possibilité de revenir aux positions officielles ou prendre le pouvoir sans une forte présence au Québec. C'est un travail qui avait été commencé par Jack, continué par Tom, puis Jack Meat est toujours dans cette logique-là aussi. Ben, tu m'amènes un peu, écoute, tantôt j'aurai des questions du public, j'en ai 3, mais c'est une des questions, si tu as un peu des attentes, quelles sont tes attentes pour le NPD à la prochaine élection? C'est une des questions du public. Bien, écoute, on est dans une campagne qu'on appelle de croissance, c'est-à-dire qu'on a des possibilités de faire des gains. On est très fort dans l'Ouest, Colombie-Britannique, Prairie. On va regagner des sièges en Ontario. J'ai bon espoir de faire quelques gains au Québec. Ouais. En ce moment, je dirais pas qu'on va gagner 20 comtés au Québec. Là. Personne ne me croirait, puis ça serait pas réaliste avec les chiffres qui sont là. Mais on sait que Jack Meat est fort populaire avec les jeunes, les personnes racisées, les étudiants, les étudiantes. Donc, tu sais, des comtés, des circonscriptions où il y a des campus universitaires, ou une population urbaine aussi, où il y a un bassin de vote progressiste. Donc, tu sais, on pense à certains quartiers à Montréal, Sherbrooke, puis je te dirais dans le centre de Québec aussi, là, également. De toute façon, avec tes prédictions avant la vague orange, tu as joué safe, fait que ça pourrait être plus que ce que tu souhaites, là, tu sais. C'est ce que j'espère. On va donner le maximum, mais on a aussi beaucoup plus de ressources cette année par rapport à il y a 2 ans. Donc, vous allez voir beaucoup plus de publicité du NPD. OK. Je t'amène un peu plus vers... j'avais un des thèmes, je voulais explorer avec toi, c'est plus carrément d'explorer le NPD. C'est sûr que toi, tu baignes dedans un peu plus tous les jours. J'ai peut-être une mauvaise impression, mais au Québec, on parle beaucoup du nationalisme, de la CAQ, du Bloc, des libéraux, de paliers. Puis oui, il y a QS puis il y a NPD, mais le NPD sur la scène fédérale au Québec a une place plus particulière, je le phraserais comme ça. Je te demanderai pas de commenter ça, mais plutôt de dire pourquoi on devrait voter NPD cette fois. Comment on doit présenter le NPD maintenant? Bien, je pense que il y a les racines du NPD qui viennent du mouvement coopératif, puis du mouvement syndical, du mouvement ouvrier. Alors, si on a une vision d'améliorer la situation, puis les conditions de vie, puis de travail des travailleurs et des travailleuses, c'est le parti, comme on disait dans le temps de la classe ouvrière, créé par le mouvement syndical. Donc, moi, ça me parle. C'est vraiment, j'ai une identité socialiste ou travailliste. Et aussi, le fait que la pandémie a montré à quel point on avait besoin d'un meilleur filet de sécurité sociale, puis de meilleurs soins de santé publics puis accessibles pour tout le monde. Puis le NPD est le parti qui veut aller le plus loin là-dedans, dans les prestations de services de santé publique, dans un bon filet de sécurité sociale pour tout le monde, tout en faisant payer ceux qui ont les moyens de payer. Et c'est là où tu vas nous entendre beaucoup dans les prochaines semaines, taxer les ultra-riches, demander que les grandes compagnies qui ont fait des profits vraiment là, indécents dans les 2 dernières années, qui payent leur part. Netflix, Amazon, toute cette gang-là, là, c'est épouvantable comment ça fait que ces gens-là ne payent pas encore d'impôts au Canada. J'ai vu une couple de mois, c'était Oxfam Canada qui ont sorti un chiffre puis qui disait si Jeff Bezos, là, le boss d'Amazon, il y a 475 000 employés dans le monde. Jeff Bezos, il pourrait signer un chèque de 110 000 $ à chacun de ses employés, puis il serait encore aussi riche qu'avant la pandémie. C'est-tu vraiment le genre de société dans laquelle on veut vivre? Bon, en fait, là, ni les conservateurs ni les libéraux vont rien faire là-dessus. C'est pour ça qu'il faut voter NPD. Voilà. OK. Est-ce que ça veut dire plus de taxation, donc, pour les plus riches, on s'entend? Oui.
On parle pour les plus riches, là, on est le seul parti qui propose un impôt sur la fortune. Okay. On parle de 1% si vous avez des avoirs de plus de 10 millions de dollars. OK, fait pour la classe on parle pas de la classe moyenne. C'est là que je m'en allais, je te juste comprendre. Parce que, tu sais, des fois, c'est ça, c'est dur se gérer, c'est dur s'auto-gérer, être une démocratie. On veut avoir des beaux programmes, mais il faut les financer. Puis là, dans le fond, vous êtes clair là-dessus, la façon que vous allez les financer. OK. Exactement. Est-ce que déjà, tu as des thèmes à m'annoncer pour la prochaine élection? Qu'est-ce que tu as parlé du 1% ou des plus riches? Est-ce qu'il y a d'autres grandes propositions fortes avec lesquelles vous allez commencer cette nouvelle campagne? Oui. Ben, je te dirais, c'est sûr que là, je viens de parler de la justice fiscale, faire payer ceux qui en ont les moyens, la santé, c'est-à-dire on veut assurer les gens à être soignés de la tête aux pieds, y compris la santé mentale. Un autre gros thème, évidemment, c'est l'environnement. Je te cacherai pas que j'ai une belle pancarte derrière moi. Toujours prête pour une manifestation sur le climat. C'est vrai. Et là-dessus, je trouve que les libéraux ont un double discours sur la question de l'environnement qu'on doit démasquer. Je veux dire, la semaine dernière, le ministre Wilkinson qui nous dit « Oui, on veut tripler la production du pipeline Trans Mountain avec des sables bitumineux parce qu'avec cet argent-là, on va être capable d'investir pour réduire la pollution. » Tu sais, c'est orwellien, là. C'est-à-dire, on va plus polluer pour peut-être moins polluer. Ah, puis ils le disent ouvertement, ça, qu'on a besoin du pipeline pour financer la lutte au changement climatique. C'est leur logique, là. C'est leur logique. Tu sais, j'ai plus beaucoup de cheveux, mais je m'arrache qu'est-ce qu'il me reste, là. Il y avait une autre étude, il n'y a pas longtemps, en 10,7 milliards de dollars de subventions aux compagnies pétrolières au Canada pendant le règne libéral. Justin Trudeau a plus financé les pétrolières que les conservateurs de Stephen Harper. Donc, quand j'entends Stephen Guilbeault qui dit je suis avec les libéraux parce qu'il faut être au gouvernement pour faire une différence, non, ça marche pas. En tout cas, pas avec les libéraux, clairement. Ils font des beaux discours, ils font des beaux violons, mais dans les faits, ils continuent dans cette dépendance-là aux combustibles fossiles qui nous amène droit à un mur. Si on regarde le rapport du GIEC, c'est clair. Ouais. Donc, il faut arrêter tout ça puis investir dans les énergies renouvelables, puis un potentiel de création d'emplois dans les énergies renouvelables. Ça ne veut pas dire qu'on ferme la shop, puis là, tout le monde part au chômage. C'est pas ça du tout. C'est qu'on fait d'autres choses, autrement. Ça va être un gros thème de votre campagne? C'est un gros thème de notre campagne parce qu'on est différent, évidemment, des conservateurs, mais on est différent des libéraux. Puis là, il faut démasquer les libéraux, leur dire que leur discours est hypocrite, puis qu'en fait, leurs actions suivent pas du tout les ambitions qu'ils donnent. Puis des fois, ils disent n'importe quoi. Le printemps dernier, à un moment donné, là, au début de la semaine, leur cible pour 2030, c'était moins 30 %. Au milieu de la semaine, ça a été 38 %. Puis à la fin de la semaine, c'était entre 40 et 45 %. Il n'y avait rien qui avait changé dans les programmes gouvernementaux. Il n'y avait pas un nouveau plan d'action. Il n'y avait rien. Ils sortent n'importe quel chiffre, n'importe comment. C'est pas très crédible. Puis je pense que les gens... C'est les gens qui sont préoccupés par cette question-là, qui doit nous préoccuper tout le monde, là, ils vont dire « vous n'êtes pas sérieux ». Je t'en pose un peu plus difficile. Là. Écoute, là, on va te dire les vraies affaires, Alexandre. Les conservateurs, là, ils vont pas rentrer. Les sondages sont bons pour les libéraux. Là. Fait que je peux me permettre de voter libéral au pouvoir là, pour changer les choses dans le climat, ou même au Bloc au Québec, parce que les conservateurs, bon, on va pas passer. Fait que si je suis nationaliste, je peux voter Bloc. Puis pour le climat, ils sont toujours au pouvoir, les libéraux. Ils sont corrects, non? Non, justement, les libéraux sont pas corrects. Puis... heureusement, les conservateurs ne sont pas une vraie menace pour prendre le pouvoir. Parce que sinon, les libéraux l'utiliseraient pour dire « votez pas NPD parce que sinon les méchants conservateurs vont revenir. » Le vote stratégique. Bon, c'est pas dans les cartons en ce moment. Moi, ce que je vais dire aux gens, c'est regardez la différence qu'on a faite dans les 2 dernières années à 24 députés. Bien, envoyez-en plus des députés néo-démocrates puis gardez les libéraux minoritaires. Parce que c'est en les gardant minoritaires qu'on les force des fois à prendre de meilleures décisions puis à poser des gestes qui vont vraiment aider les gens, ce qui n'est pas leur réflexe premier. Ils veulent souvent plus aider leurs petits amis. Puis pour les gens qui veulent voter pour le Bloc, je dirais, tu sais, le Bloc québécois, ils sont tout le temps dans une position qui est un peu contradictoire parce que ils veulent prouver que le système ne fonctionne pas, mais en même temps, tu veux aussi montrer que tu es efficace et que tu obtiens des choses. Donc, s'ils obtiennent des choses, ils montrent que le système fonctionne. Donc, ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis. Alors, moi, je dirais aux gens, envoyez à Ottawa des gens qui veulent que ça marche, qui sont pas là pour prouver que ça marche pas puis ou mettre des bâtons dans les roues. Non, c'est ça. Puis s'il y a les gens des projets
souverainiste, c'est bien correct, là, mais aller à l'Assemblée nationale. Ça, des fois, quand tu es souverainiste, puis c'est ça, le bloc, c'est le fun quand tu es souverainiste, mais ça fait un peu fonctionner le fédéralisme. C'est toujours un peu l'exception ou ce qui est un peu bizarre, là, la contradiction chez le bloc, effectivement. Effectivement. Vous avez dévoilé cette semaine, là, on est vendredi le 13. Vendredi 13, mon Dieu, fais attention. Oui. Mais vous avez dévoilé cette semaine le nouveau slogan pour le Québec, Oser ensemble. C'est pour le Québec seulement? C'est pour le Québec. Qu'est-ce que ça veut dire? Depuis plusieurs années, on a un slogan pour le Québec, un autre pour le reste du Canada. On a même une firme publicitaire québécoise qui est engagée pour faire des publicités pour le Québec. Okay. Ça, c'est comme ça depuis 2008 avec Jack. Ça se poursuit, ça continue. Oser parce qu'on dit, ben, si on veut obtenir des résultats différents, il faut faire les choses différemment, il faut faire des choix différents. On sait aussi que l'image, la personnalité de Jack Meat n'est pas nécessairement celle de monsieur, madame, tout le monde ou de la majorité des gens. Donc, c'est un geste plus audacieux. Puis c'est aussi parce que Jack Meat lui-même est capable de poser des gestes audacieux puis de courage. Puis le « ensemble », ben, ça nous rappelle aussi le slogan de Jack, « Travaillons ensemble ». Donc, on joue un peu sur ces deux tableaux-là. Là. OK. Avant de passer à mes quelques questions du public, j'aime toujours demander aux politiciens, là, t'es député depuis, ça va faire combien de temps, 2011? Là, ça fait depuis 10 ans. Ça fait 10 ans, là. Qu'est-ce que tu as appris? Tu sais, Rosemont, la petite patrie, c'est quand même un secteur riche pour ceux qui connaissent bien Montréal. Là. Qu'est-ce que tu as appris des gens de Rosemont, la petite patrie? Comment ils t'ont surprise? Leur créativité puis leur innovation. Ce qui est fascinant quand tu es un élu, peu importe le palier, c'est que tu rencontres du monde que tu rencontrerais pas nécessairement avec d'autres emplois. Parce que tu rencontres un paquet de groupes communautaires, des entreprises, des gens qui ont des projets, puis un paquet de monde dans Rosemont Petite Patrie qui ont des projets là, de changement dans le quartier, de faire des bacs pour permettre à des personnes en fauteuil roulant de faire de l'agriculture urbaine, des gens qui veulent faire de la géothermie dans une ruelle. On a même une entreprise sur Dandurand qui gère des parcs éoliens en France puis en Espagne avec un logiciel qu'ils ont créé eux-mêmes. Ouais. Écoute, je pourrais te faire une liste comme ça là, toute la journée. On est ingénieux. C'est ça qui est le plus... Ils sont ingénieux, sont patenteux, sont créatifs, sont engagés. Écoute, c'est beau à voir. As-tu des promesses et des propositions plus spécifiques à ton comté cette année? Spécifique au comté, tu sais, entre, par exemple, Rosemont Petite Patrie, Hochelaga puis le plateau Mont-Royal, on s'entend que c'est, tu sais... mais c'est sûr qu'un des gros enjeux qui touche les gens de Rosemont Petite Patrie, c'est la crise du logement. Okay. Donc, c'est sûr qu'on a on a des propositions de construction de logements sociaux, d'investissement dans des coopératives d'habitation, freiner la spéculation immobilière avec une taxe sur les investissements étrangers. On a un paquet d'affaires comme ça, doubler le crédit d'impôt pour que l'achat d'une première propriété. Ça, c'est quelque chose qu'on est capable de dire clairement. Puis on s'est engagé aussi de travailler avec les municipalités pour atteindre la gratuité du transport en commun. Pour nous, c'est important. Il me reste deux questions du public. On a un groupe Facebook où les gens on dit toujours qui va être le prochain invité, puis on demande aux gens des questions. Donc, j'avais René Alnozir qui veut savoir comment tu as vécu ton dernier mandat comme seul représentant au Québec. Bien, ça en fait beaucoup sur les épaules. Je vais être très franc, là, parce que j'ai bien hâte d'avoir de nouveaux collègues néo-démocrates québécois en Chambre. Puis j'ai bon espoir que Catherine dans Hochelaga ou Nima dans Laurier-Sainte-Marie vont être capables, ou Eve Peclet qui revient, une ancienne députée dans Outremont. Puis là, je parle juste de Montréal, mais d'autres ailleurs aussi. Parce que là, tu peux pas, excusez-moi l'expression, tu peux pas dispatcher, là. S'il y a une association québécoise qui veut rencontrer un député pour parler d'un enjeu québécois, tu peux pas te retourner et dire Hey, Hélène Laverdière ou Guy Caron, tu peux-tu le prendre celui-là parce que je suis occupé? Si tu as une invitation sur un panel, par exemple, à RDI ou à LCN, tu peux pas sous-traiter à job. Là. Tu dis, ben, Alex, si tu y vas pas, il n'y aura pas de néo-démocrate. Là. Tu dis, OK, j'ai pas le choix, je vais y aller. Donc, c'est extrêmement prenant. Et puis, c'est ça. Je m'ennuie un petit peu des Caucus Québec où on avait des discussions puis on était capable de pousser en équipe des affaires. Là. Alors, mais bon, on va travailler pour faire élire plus de députés NPD. Ça fait partie de ma job. Parce que c'est un peu ingrat pour les petits partis, ou je veux dire, les partis qui se ramassent
plus opposition officielle ou qui sont au gouvernement, comme mettons, on pense au PQ, à QS, mettons au NPD dans une nouvelle position, parce que tu dis, hey, ils sont où, ils voient moins, mais c'est ça, c'est qu'on on fait ce qu'on peut, tu sais. Je peux pas, j'ai pas réussi à me cloner encore, là. Je suis assez hyperactif, mais c'est sûr que là, je peux pas. Si les gens disent, ah oui, mais on t'a pas vu, par exemple, dans le centre du Québec ou dans le Bas-Saint-Laurent, ben oui, je pouvais pas y aller. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Dernière question, un petit peu plus tough quand même. On voulait savoir, Denis Martel voulait savoir comment tu as vécu l'épisode, le fameux épisode d'Amir à Taran avec les déclarations du chef et tout ça, et comment ça a été. Ah, ben le chef, il n'a pas de problème avec Jack Meat là-dessus. J'ai un gros problème avec Ataran, qui est un anti-Québec, qui fait du Québec bashing, qui dit n'importe quoi. Et malheureusement, puis ça, c'est l'histoire, j'ai un de mes collègues qui a retweeté un tweet de Ataran, mais qui concernait vraiment la question de la liberté d'expression dans les universités. Il faut savoir que l'enjeu, c'était ça. Okay. Puis c'était là-dessus que mon collègue voulait intervenir de manière extrêmement maladroite. C'était une gaffe. Okay. J'en ai payé le prix, puis j'ai pas passé des journées puis des semaines très agréables. Fun, ouais. Puis je vous dirais que j'ai eu une bonne conversation avec Matthew Green, puis que c'est pour ça qu'on a des caucus, puis qu'on se dit les vraies affaires dans le blanc des yeux, puis je pense que Matthew, il a compris. Ce qui est dommage, c'est que c'est une anecdote malheureuse qui traîne encore un petit peu dans le décor. Il faut pas y voir plus qu'une gaffe d'un député qui a trop rapidement retweeté quelqu'un qui n'aurait pas dû retweeter parce que ce professeur-là vraiment méprise le Québec, puis moi, à Taran, ben, je le méprise en retour. Voilà. OK. Non, mais ça te permet, toi, de repositionner la situation. Ouais. NPD, on est rendu là. Parfait. OK. Pour finir, tu as parlé de justice sociale, tu as parlé de climat, tu as parlé d'aller, je vais le dire de même, d'aller chercher les revenus chez ceux qui n'en ont plus, chez les plus riches, chez les plus riches. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut faire et comment on vous rejoint si on veut faire part, on veut participer à votre campagne? Bien, la manière la plus efficace, je dirais, c'est par mon site web, boulris.org, ou alors par ma page Facebook de député, mon compte Twitter, Alexandre Boulris, ou alors des messages sur Instagram. Tout ça fonctionne. C'est les moyens les plus efficaces, mais je vous dirais la porte d'entrée principale, allez sur le site boulris.org, vous pouvez intervenir, vous pouvez envoyer un courriel, poser des questions, puis j'ai toute une équipe qui va être là pour répondre aux gens. Merci beaucoup, Alexandre, pour ton passage aux engagés publics. Ça fait plaisir, François. Bonne fin de journée, puis bonnes élections à tout le monde. Ben oui. Puis bonne élection aussi à tous nos auditeurs. Merci d'avoir été là pour cet épisode. Abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud et Spotify. Suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter, YouTube, Instagram pour recevoir notre infolette, consulter notre boutique, vous engager, aller chercher également nos formations. Visitez engagépublic.com. À la semaine prochaine.